Aujourd'hui, on commence par un petit miracle, à savoir un manga qui va plaire à tous, même à votre maman. J'ai nommé Cesare de Fuyumi Soryo et de Moto Akihara. L'histoire est simple. Pise 1491, un an avant la découverte des États-Unis par Christophe Colomb, les auteurs nous entraînent à la suite d'Angelo. Alors Angelo, c'est un petit Florentin, voilà, un peu blond, très naïf, qui débarque à Pise pour suivre ses études. Donc il est d'extraction modeste et il va être projeté directement dans un univers qui n'est pas le sien. Déjà, paye ton héros, hein, c'est même pas le nom sur le bouquin. Ici, c'est un simple procédé narratif. Angelo, il est exactement comme le lecteur. Ça va, il est naïf, il ne sait rien, il découvre la vie à Pise, il découvre les personnages qu'il va être amené à fréquenter, ce qui va vous permettre à vous, en lisant ce manga, d'obtenir de manière extrêmement fluide énormément d'informations. Le plus intéressant, c'est que Angelo va rencontrer un personnage énorme de cette époque qui aura marqué son temps, Cesare Borgia. Minute culture. Cesare Borgia est le fils de Rodrigo Borgia. À l'époque, il le présentait plutôt comme son neveu, parce que Rodrigo, il est cardinal, il vise la tiare, il veut devenir pape, et à cette époque-là, être un homme d'église et avoir des gosses, c'était pas forcément bien vu. L'objectif, c'est quand même que le gamin prenne sa suite. Rodrigo deviendra pape sous le nom d'Alexandre VI, et à partir de ce moment, le jeune Cesare Borgia deviendra le bras armé de l'église. Cesare, pourquoi c'est bien ? Alors, la première raison pour laquelle Cesare c'est génial, c'est beau. Alors que les mangas ont toujours une image d'objets mal dessinés, faits vite, sous pression, là on en prend plein les yeux. Les décors sont super fidèles, vous avez des plans sur les villes qui sont magistraux, vous avez des bâtiments qui sont d'époque, vous avez des reproductions d'œuvres d'art, c'est fait mais c'est d'une précision millimétrée. Deuxième raison pour laquelle j'adore ce manga, d'un point de vue purement historique, c'est super bien foutu. On côtoie toute l'intelligentsia de l'époque. Les Médicis, les cardinaux, le pape, Christophe Colomb, Savonarola, ils sont tous là. C'est un manga historique qui va vous apprendre des choses. Et vous rencontrerez même Machiavel. Minute culture numéro 2. Machiavel, c'est qui ? C'est l'auteur d'un petit livre que vous connaissez peut-être qui s'appelle Le Prince. Et Le Prince, c'est quoi ? C'est globalement un traité philosophique qui parle de Cesare Borgia. Et le terme machiavélique, ça vient de là. On est loin des versions télévisuelles, des romans, des films, etc., qui présentent les Borgia d'une manière extrêmement négative. Ici, on s'attache à essayer de comprendre le personnage de Cesare. C'est-à-dire, on essaie de comprendre sa psychologie, de voir comment il évolue et comment il va devenir le prince qui servira d'exemple à Machiavel. Et je trouve ça simplement merveilleux. On a un manga super intéressant qui s'adresse à tout le monde. Des jeunes, des moins jeunes, des adultes, même vos grands-parents, tout le monde peut apprécier Cesare. La seule chose qu'il faut, c'est aimer un tout petit peu l'histoire, et à partir de là, vous serez comblé. Cesare, tome 1 et 2, c'est aux éditions Kiyun, c'est génial, il y en a une petite dizaine en France, il y en a encore plus au Japon, c'est en cours, c'est pas prêt de s'arrêter, ce qui est une excellente nouvelle. Franchement, je vous le conseille. Bonjour à tous, bienvenue dans Trendy Manga. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga que j'aime énormément, Evil Heart de Taketomi Tomo. Evil Heart raconte l'histoire du jeune Umeo. Alors Umeo, c'est un collégien et il a une petite particularité, c'est qu'il aime bien la baston. Un mauvais regard, des gens qui l'embêtent, il sort les poings et il se castagne. Et après, il n'aime pas se battre uniquement pour se battre. Il a de bonnes raisons, à savoir un contexte familial un peu compliqué. Pour resituer les choses, il vit seul avec sa sœur. À l'origine, son père avait tendance à être un petit peu violent avec toute la famille, suite à quoi son grand frère a pris le relais et a commencé à tabasser sa mère. Donc forcément, pour protéger les deux plus jeunes, la mère a décidé de faire ce que tout parent convenable fait dans un cas pareil, à savoir poignarder le grand frère. Vous imaginez bien, la mère a terminé en prison, et maintenant le grand frère n'a plus qu'un seul souhait, c'est attendre la sortie de la mère pour la tuer. Umeo veut simplement tuer son frère avant qu'il ne tue sa mère. Cependant, s'il semble suivre le chemin de la violence, Umeo va faire une rencontre qui va changer sa vie, en la personne de Daniel, son professeur de langue, et qui est aussi professeur d'aïkido. C'est quoi l'aïkido ? L'aïkido est un art martial japonais inventé au XXe siècle, qui signifie la voie de l'harmonie des énergies. Le principe de l'aïkido est d'être un art martial, un sport de combat, sans match. En effet, en aïkido, on ne pratique que pour se défendre. On n'apprend pas à attaquer, on apprend simplement à réagir et à se protéger dans le cas d'attaque. Donc il n'y a pas de match, il n'y a pas de compétition. Le seul objectif des aikidoka, c'est de progresser et donc de s'améliorer en aïkido. Pour revenir à Umeo, un jour dans une bataille, Daniel va intervenir et va lui faire une prise d'aïkido. Le fait de voir Daniel pratiquer va complètement l'émerveiller.
Cet art martial qui ne demande pas de violence, qui se fait tout en douceur, lui semble complètement étrange et il voit peut-être là une solution pour lutter contre son frère et surtout protéger sa famille pour le moment où sa mère sortira de prison. Toute l'histoire de Evil Earth est donc la découverte de l'aïkido par Homeo. Pourquoi j'aime un manga qui parle d'aïkido, où il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, c'est pas un manga d'action, et pourtant c'est un manga que j'adore. La première raison qui fait que j'aime ce manga énormément, c'est sa réalisation. Vous pouvez regarder quelques images, c'est extrêmement bien réalisé. Tous les mouvements sont extrêmement fluides. On a vraiment l'impression de voir les techniques et de voir les oppositions, de voir les gens progresser. C'est extrêmement bien rendu. La deuxième chose qui m'a vraiment intéressé dans ce manga, c'est justement qu'il prend le contre-pied de tout ce qui existe. Aujourd'hui, dans les shonen classiques, c'est-à-dire les mangas de baston, vous allez toujours avoir un héros qui veut devenir plus fort et qui va essayer donc de devenir le meilleur et de battre énormément d'ennemis. Dans Evil Earth, au contraire, si le héros a cette volonté de devenir plus fort au début, il va vite comprendre que la philosophie de l'aïkido n'est pas d'agresser l'autre, n'est pas d'attaquer, mais simplement de s'adapter à lui et de se défendre. Et c'est ça qui est très intéressant, j'ai fait moi-même 2 ans d'aïkido dans ma jeunesse, et je vais vous faire une petite démonstration d'un principe fondamental de l'aïkido. C'est ça le véritable secret de l'aïkido. En aïkido, on ne va pas vous apprendre à vous battre. On va vous apprendre à vous protéger, on va vous apprendre à prendre les meilleures décisions dans une situation de danger. Si quelqu'un vous agresse, n'essayez pas forcément de l'affronter. Mon ami Raphaël aurait pu être armé d'un couteau, moi contre un couteau, je ne peux pas faire grand chose. C'est ça le véritable secret de l'aïkido, et même le vrai courage. Ne pas forcément chercher le combat, mais simplement analyser la situation et prendre la meilleure décision possible. L'aïkido n'est pas un sport, n'est pas un art martial où on va agresser l'autre, mais c'est un art martial où on va chercher à se défendre et à protéger aussi la personne qui vous agresse. Ce qui nous amène au dernier point qui fait que j'adore ce manga. Il n'est pas question ici seulement de combat, de progresser, de s'améliorer, mais c'est avant tout un manga qui traite de l'humain. Homeo est un personnage extrêmement attachant. Bien entendu, au début, on a envie de lui mettre des beignes, on a envie de lui dire « arrête de t'énerver », mais en le voyant évoluer, en le voyant progresser, en le voyant comprendre ce qu'est l'aïkido, en le voyant grandir tout simplement, on s'attache à lui. On s'attache à Daniel, on s'attache à sa sœur, on s'attache même à son grand frère, qui est pourtant quelqu'un d'extrêmement violent, mais qui est tout aussi perdu que lui. Ce manga est une véritable bouffée d'air frais. Je l'ai redécouvert il y a quelques jours pour cette chronique, j'ai voulu le relire alors que je l'avais vu il y a plusieurs années et je suis tombé sous le charme exactement comme lors de ma première lecture. Homeo va progresser, Homeo va comprendre des grandes choses, dont une peut-être est plus importante que toutes, le vrai courage, parfois, c'est d'appeler à l'aide. Evil Earth, c'est en 6 tomes aux éditions Kana dans la collection Big Kana. C'est un manga génial que j'adore. Si vous connaissez l'aïkido, si vous avez fait déjà un petit peu d'aïkido, c'est vraiment le manga à lire. C'est le plus bel hommage qu'on peut trouver en bande dessinée par rapport à ce sport. Si vous ne connaissez pas l'aïkido, ce manga vous donnera envie d'essayer. Et je vous le conseille, c'est un excellent sport étudiant. Aujourd'hui dans Trendy Manga, nous allons parler d'un manga phénomène au Japon, l'Attaque des Titans. L'histoire de l'Attaque des Titans suit le jeune personnage Eren Yeager. Donc Eren, c'est un héros de manga assez classique, hein. Il sait pas faire grand chose, il est pas très fort, il est un peu jeune. Heureusement, pour l'aider, il pourra compter sur ses 2 meilleurs amis, Armin, qui est extrêmement intelligent, et Mikasa, qui est une jeune demoiselle qui est extrêmement forte et badass, que les fans adorent naturellement. Pour resituer un peu le contexte, il y a une centaine d'années sont apparus dans le monde de l'Attaque des Titans, justement les Titans, qui n'ont qu'une seule occupation principale, bouffer de l'humain. Pour se protéger, les derniers représentants de notre espèce se sont réfugiés derrière 3 immenses murs, donc en enceinte, et essayent de vivre à l'abri des Titans. Et c'est justement dans une petite ville au bord du dernier mur que commence notre histoire, avec l'apparition d'un Titan bien plus grand que tous les autres, qui va casser le mur et donc permettre aux titans d'envahir le monde des humains. Alors, forcément, les héros arrivent à survivre au tout début de l'histoire, mais tous leurs proches se font becter par des titans, ça c'est un peu obligé dans ce manga. Ils vont vouloir intégrer l'armée pour essayer de reconquérir le mur qui est tombé et donc de protéger l'humanité. Juste un tout petit problème sur ce manga. Il existe un animé qui est magnifique, mais les dessins, voilà, c'est pas super beau. Mais pourtant, ça a été un succès fou au Japon, ça a été un véritable phénomène. Chaque tome s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, ce qui est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans l'Attaque des Titans ? Pour une fois, dans un manga, on a une
menace crédible. Là, on a de vrais méchants. Les titans, ils font pas dans la dentelle. Ils arrivent, ils réfléchissent pas, ils servent, ils bouffent et ils sont gigantesques. Deuxième point extrêmement intéressant qui, pour moi, était une véritable bouffée d'air frais. On n'a pas le temps de s'attacher aux personnages. Non, et ils se font manger trop vite. Donc voilà, si un personnage vous plaît, oubliez-le. Il va se faire bouffer. Pour une fois, on n'est pas obnubilé par l'entourage du héros qu'on va se trimballer du début à la fin, style One Piece, avec l'ensemble de l'équipage. Ça va vite. Ça déchire, un personnage arrive, il essaye de se battre, il survit, il disparaît, il y en a d'autres qui reviennent. C'est extrêmement dynamique. L'histoire ne connaît pas de temps mort et c'est vraiment ça qui est bien. Ce qui fait aussi le succès de ce manga, c'est l'univers qui l'entoure. Il y a des enjeux politiques, il y a des factions, il y a une histoire, il y a un véritable background. On est dans un type de manga où on n'a pas l'impression que c'est le vote des lecteurs qui va faire passer l'auteur d'une thématique à une autre, d'un arc à un autre. Non. L'auteur ici a son idée, a son histoire, a ses révélations et les mène tambour battant du début jusqu'à la fin. L'animé est magnifique. Il pète les rétines, c'est tout ce que je peux vous dire. On attend avec impatience une saison 2. Le manga, lisez-le aussi. Même si les dessins peuvent un petit peu rebuter, parce qu'ils ont leur particularité. C'est le style de l'auteur, ça ne plaira pas à tout le monde, mais c'est vraiment un titre qui vaut le coup. Pour conclure, donc, l'Attaque des Titans, c'est super bien si vous avez envie de décompresser, de passer un bon moment, de ne pas vous prendre la tête, et aussi de découvrir un des mangas phénomènes au Japon et de plus en plus en France. Il existe aujourd'hui 17 tomes aux éditions Pika, et c'est toujours en cours. On vient de passer à peu près la moitié de l'histoire d'après l'auteur. Voilà, c'était l'Attaque des Titans, un titre bien bourrin. Merci d'avoir suivi Trendy Manga. N'hésitez pas à liker, partager et à la prochaine. Aujourd'hui dans Trendy Manga, nous allons parler d'un de mes chouchous, Erased de Kai Sanbei. 2006, Satoru est un mangaka raté. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point les auteurs de manga adorent mettre en scène comme personnage des auteurs de manga ratés. Mais Satoru a un don très particulier, un pouvoir très spécial. Quand il arrive un accident près de lui ou une catastrophe, automatiquement, il est projeté en arrière de quelques minutes, on appelle ça une rediffusion, et il se retrouve obligé de résoudre le problème pour pouvoir continuer sa vie. Au quotidien, c'est plus un embarras qu'autre chose. Il se retrouve obligé de protéger des enfants qui vont se faire écraser par des voitures, et naturellement, la plupart du temps, il finit avec des égratignures ou se retrouve à l'hôpital. Mais il est obligé, c'est son pouvoir, il est fait comme ça. Sauf que, un beau jour, une catastrophe bien plus importante que toutes les autres va l'obliger à avoir une rediffusion un petit peu particulière. Pour sauver sa mère, il va être projeté non pas quelques minutes ou quelques heures dans le passé, mais plusieurs années, et va revenir à l'époque de son enfance. Le seul moyen pour lui de reprendre un cours normal à sa vie sera à ce moment-là d'empêcher le kidnapping qui a eu lieu et qui a visé une de ses camarades de classe. Pourquoi j'adore ce manga? C'est tout en finesse, c'est tout en rondeur, c'est extrêmement agréable et il a un vrai talent pour donner vie aux personnages et surtout aux plus jeunes. L'autre raison qui me fait adorer ce manga, c'est que c'est super bien foutu. Erased est un véritable thriller. On est dans une chasse à l'homme, on essaie de savoir qui est le kidnappeur, on essaie de savoir qui est l'assassin. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est le personnage de Satoru, qui même s'il est un adulte, piégé dans le corps d'un enfant, va petit à petit se comporter comme l'enfant qu'il était. On voyage toujours entre présent et passé, avec plusieurs rediffusions successives. À chaque fois, Satoru essaye de refaire les choses, de mieux les faire. C'est extrêmement intéressant, c'est tripant, j'ose le terme, je suis vraiment en admiration devant ce manga. À chaque fois que sort un nouveau tome, je le dévore en quelques minutes. Vraiment, c'est une excellente surprise qu'on n'attendait pas. Erased, aujourd'hui 7 tomes aux éditions Kiyun, on approche de la fin, il reste encore quelques petits morceaux à sortir et on a hâte que ça se termine pour connaître le fin mot de l'histoire, mais vraiment c'est génial. En même temps, sur Wakanim, sur internet, vous pouvez suivre l'animé, c'est une tuerie, hein, il n'y a pas d'autre mot, l'animation est super léchée, regardez, c'est très joli, c'est bien foutu, c'est un véritable plaisir, très fidèle au manga. Que vous préférez lire ou que vous préfériez regarder, ne manquez pas Erased. Aussi, à savoir, au Japon sort un film live, dire à quel point ce manga est un phénomène dans ce pays.
peut-être un jour en France, à lire si vous voulez passer un beau moment, et si vous doutez encore que le manga peut être un divertissement aussi intéressant et profond que la littérature. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Trendy Manga, c'était Erased, un manga que je vous conseille vraiment énormément, il est top, lisez-le, c'est un excellent divertissement. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, indiquez-nous les mangas que vous voulez qu'on chronique, qu'on commente. J'aime tout, donc voilà, proposez, on essaiera de les lire, on essaiera de faire des vidéos dessus. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain Trendy Manga. GTO pour Great Teacher Onizuka, excusez l'accent, de Toru Fujisawa. Avant de parler de ce manga, il faut juste que je resitue un peu le contexte de la découverte de ce, je vais pas dire chef-d'œuvre, mais d'un de mes mangas préférés, il faut bien le dire. GTO, en fait, c'est un manga phare des années 2000. GTO passait tous les soirs sur Canal+, et j'ai des souvenirs géniaux avec ce manga. Et c'est pour cette raison que je vais vous en parler aujourd'hui. L'histoire de GTO est donc celle d'Eikichi Onizuka, un jeune gars d'une vingtaine d'années, décoloré, un peu branleur, qui n'a qu'un seul objectif dans sa vie, perdre son pucelage. Voilà, c'est Onizuka. Et pour ce faire, il a une excellente idée. Il décide de devenir prof. Une idée de merde. Forcément, Onizuka sait ce qu'il veut, il va réussir, il va se faire embaucher dans un collège privé où la directrice lui donnera la charge d'une classe difficile en 3e. Commence pour Onizuka un véritable cauchemar entre son manque de qualification, la haine de tous ses collègues qui veulent le voir démissionner et pour certains même crever, et ses élèves qui ont fait un pacte entre eux visant à dégommer tous les profs qui s'approchent un peu trop de leurs histoires. Malgré ça, Onizuka va faire preuve de courage et va au fur et à mesure de l'histoire venir en aide à des gamins qui en ont vraiment besoin, et c'est extrêmement intéressant. GTO, pourquoi c'est génial, pourquoi j'adore ce manga, je l'adore depuis que je suis adolescent, je peux le relire à chaque fois, c'est la même barre de rire. Il y a 3 raisons qui font que j'aime GTO. La première, c'est que c'est un des rares mangas qui parle vraiment sans aucun tabou de tous les problèmes de la jeunesse. Tentative de suicide, agression sexuelle, problèmes avec les copines, harcèlement, voilà quoi. Tous les problèmes de la jeunesse sont traités les uns après les autres dans GTO avec une énorme franchise. Jamais on ne tombe dans le niais. Jamais on ne tombe dans la facilité, et à chaque fois on va au fond des choses avec une sincérité extrêmement étonnante pour un manga quand même assez humoristique. La deuxième raison qui fait que j'adore GTO, c'est le personnage d'Onizuka. Onizuka est un pervers, Onizuka est un imbécile, il est plus con que ses élèves, il faut dire ce qui est, surtout que dans sa classe il a 2 génies qui passent leur temps à le faire tourner en bourrique, mais malgré ça c'est le mec touchant, c'est le mec qui va y aller, qui va tout faire pour aider les autres, qui est costaud, il est un véritable anti-héros de manga. Au début, tout le monde dans son collège le déteste et au final, tout le monde l'adore et le lecteur aussi parce qu'il a trop la classe. Dernier point qui fait que j'adore GTO, l'humour. C'est drôle! Les mecs, c'est drôle! Vous prenez un sous-directeur qui a complètement foiré sa vie, qui n'a pour seul amour avec une femme qui le déteste et une fille qui le méprise, sa putain de bagnole. Et vous voyez dans chaque chapitre Onizuka détruire la bagnole. Et bah c'est drôle. GTO, c'est un subtil mélange d'action, d'émotion et d'humour. GTO, c'est une série qui est finie chez Pika Édition, que vous pouvez retrouver ici donc en volume double, ça permet de faire des économies, c'est pas mal quand on est étudiant. Et si vous adorez la série, je voulais vous en parler, parce que la suite arrive, ou plutôt les suites. GTO, c'est un univers qui est assez vaste, il y a plein de mangas spin-off, etc. Mais l'histoire d'Onizuka en elle-même, pendant GTO, vous avez GTO Shonan Fountain Days, qui se passe pendant une ellipse dans le manga. Et donc, dans ce manga-là, Onizuka va venir en aide à des gamins dans un foyer. Et vous avez GTO Paradise Lost, qui est la toute dernière série GTO. Ça vient de sortir aux éditions Pika. Pour l'instant, on est à 3 tomes. Et c'est le même délire. Ça se passe à la fin de la première série. Et cette fois-ci, Onizuka est promu. Il rentre dans un lycée et il va devoir s'occuper d'une classe de jeunes idoles japonaises, c'est-à-dire des enfants du spectacle. Et naturellement, ce sont tous des abrutis qui ont des problèmes et qui vont le faire tourner en bourrique et lui rendre la vie impossible et même l'envoyer en prison. Donc voilà, quoi, on en dévore chaque page. One Punch Man
des auteurs One et Murata. Alors One Punch Man, c'est vraiment le manga phénomène au Japon en 2015 et en début 2016. L'histoire est somme toute assez simple. Vous prenez un homme assez normal, il s'appelle Saitama, et un jour il voit un petit garçon se faire agresser par une méchante créature et il décide de le sauver. Ça foire, mais naît en lui une vocation, devenir le plus grand héros de la Terre. Alors, pour devenir un héros, Saitama a un entraînement extrêmement compliqué, un entraînement qui consiste à des pompes, des flexions et 10 km de course par jour. Dit comme ça a l'air complètement nul, et en effet, c'est complètement nul, mais c'est un peu là le ressort humoristique de l'œuvre, et donc Saitama avec son disciple Genos s'inscriront dans l'association des héros et se friteront contre les plus grands méchants de l'univers, et c'est génial. One Punch Man, pourquoi c'est bien ? Alors, première raison pour laquelle ce manga est vraiment génial et mérite son succès, ça casse les codes, ça brise tous les codes. D'habitude, vous avez toujours le héros qui va se battre, qui va devenir plus fort, etc., etc. C'est un peu chiant, mais bon, c'est le manga traditionnel. Avec One Punch Man, vous oubliez, le héros est juste un gros badass qui déchire des tronches. La force de Saitama, et c'est dans le titre, One Punch Man, c'est-à-dire qu'il dégomme tout le monde en un seul coup. Et donc ça amène énormément d'humour et de situations complètement caustiques. Vraiment, j'ai adoré. La deuxième raison pour laquelle c'est génial, c'est magnifique. Si vous avez vu quelques images de l'animé qui est paru sur ADN, donc sur internet, par le studio Madhouse, c'est magnifique. Le manga par Murata, le dessin, c'est aux petits oignons, il y a du mouvement, c'est fluide, c'est beau. Alors c'est tiré d'un webcomic scénarisé et dessiné par One. Alors là, c'est un petit peu moins beau, mais c'est pas grave, on s'en fiche parce que ça reste assez impressionnant. One Punch Man, c'est vraiment le manga frais de ce début d'année. Dernier point enfin, qui me fait adorer One Punch Man, Roulette Rider et Pré-Pré Prisoner. Roulette Rider et Pré-Pré Prisoner, ce sont simplement le nom de deux héros. Et en fait, tout le manga est conçu de la sorte, c'est-à-dire qu'il y a énormément de héros qui gravitent autour de Saitama, et certains sont extrêmement badass, et d'autres sont complètement ridicules. Donc voilà, Roulette Rider, c'est un mec qui fait du vélo, et Pré-Pré Prisoner, c'est un mec qui a fini en prison, qui est extrêmement baraqué, mais qui finit en prison parce que dès qu'il voit un autre héros masculin, il lui saute dessus et il essaye de lui faire des bébés, je sais pas trop, enfin voilà quoi. Donc ils l'ont mis en prison parce qu'il était trop dangereux. Voilà. Donc l'humour est omniprésent, c'est une barre de rire à chaque page, soit vous en avez plein les yeux pour les combats, soit vous vous esclaffez. One Punch Man, j'ai adoré, c'est aux éditions Kurokawa. One Punch Man, c'est vraiment le manga coup de poing, excusez la blague, de ce début d'année 2016 en France. On le voit partout, tout le monde le lit et franchement, je vous le conseille, j'ai adoré les 2 premiers tomes, j'ai adoré l'animé, c'est génial. Juste avant de se quitter, si vous êtes là, c'est que vous êtes des amateurs de testostérone, donc mon petit bonus dans les dernières sorties, je voulais rapidement vous parler de Hawkwood. Donc Hawkwood, c'est un manga aux éditions Doki Doki. Il y a de la testostérone, il y a des muscles, il y a du sang, il y a de la sueur, c'est très bien. Mais c'est aussi assez intéressant. Ça raconte l'histoire d'un mercenaire pendant la guerre de 100 ans. Et c'est assez bien documenté, assez bien réalisé. C'était le petit bonus. L'histoire des 3 Adolphes d'Osamu Tezuka. L'histoire des 3 Adolphes commence à la veille de la Seconde Guerre mondiale et suit 3 personnages qui ont comme point commun de s'appeler Adolphe et d'avoir un destin lié. Le premier Adolphe, c'est Adolphe Camille, fils d'un immigré juif allemand. Le deuxième Adolphe s'appelle Adolphe Kaufmann et est le meilleur ami du premier, dont le père malheureusement est un petit peu nasillon sur les bords. Vous voyez ce que je veux dire. Le troisième, enfin, vous l'aurez sans doute compris, n'est autre que Adolf Hitler. L'histoire va donc suivre le destin de ces 3 Adolphes avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, dans un climat de haine, de détestation, et va nous apprendre énormément de choses sur ce conflit. Pourquoi ce manga, l'histoire des 3 Adolphes, doit être lu par tout le monde, que vous aimiez ou non les mangas? La première raison, c'est qu'il y a marqué sur le bouquin Osamu Tezuka. Quand on parle de manga, Osamu Tezuka égale Dieu. Cet homme est celui qui a pratiquement tout inventé dans le manga moderne. C'est le papa d'Astro Boy, du Roi Léo. Il a fait la meilleure adaptation de la vie de Bouddha. Et l'histoire des 3 Adolphes est reconnue comme un de ses plus grands chefs-d'œuvre.
Cet auteur prolifique a fait tous les styles et aujourd'hui est reconnu par tous ceux qui sont venus après comme un véritable modèle. Si vous ne le connaissez pas, l'histoire des Trois Adolphes est une des meilleures histoires pour découvrir son trait et son talent. Le deuxième point qui me fait adorer ce manga, c'est qu'il nous offre un point de vue japonais sur le conflit européen de la Seconde Guerre mondiale. Pour la première fois sur la Seconde Guerre mondiale, on a un avis extérieur sur tout ce qui est le nazisme et toutes les atrocités du nazisme. Et c'est très intéressant. On sort de toutes les idées reçues, de tous les préconçus et de toutes les versions officielles qu'on peut avoir, nous en France ou en Allemagne, pour voir un avis qui est complètement extérieur et donc qui est très riche, puisque les Japonais, eux, avaient leur propre doctrine, mais n'étaient pas nazis. Ils avaient strictement rien à faire avec le judaïsme, c'était pas leur problème. La dernière raison qui me fait adorer ce manga, c'est qu'il est très bien documenté sur la période historique qu'il traite. L'édition de luxe de Tonkam est simplement géniale. En fin de chaque tome, vous avez une rétrospective de tous les événements, des informations, des documents, des photos qui vous permettent d'entrer dans le conflit et de comprendre comment s'est déroulé le conflit. Alors après, je vous rassure, je vous préviens, ça reste une œuvre de fiction. Dans ce manga, ça part d'une théorie comme quoi Hitler serait juif, ce qui n'est pas forcément vrai, et donc toute l'histoire se construit autour d'hypothèses et même de fantasmes. Mais au-delà de toute cette histoire-là, justement, nous avons une description très fidèle de ce qu'était la Seconde Guerre mondiale, le nazisme, l'antisémitisme et tous les drames qui ont touché la planète entière en plein XXe siècle. Le décor est réaliste, on est plongé dans la guerre, c'est en 4 tomes aux éditions Tonkam, ça se dévore. C'est une merveille et ça peut plaire à tout le monde. Vous êtes au lycée, vous voulez réviser l'histoire, foncez dessus, prêtez-le à vos parents, prêtez-le à vos petits frères pour leur montrer que les mangas, c'est pas uniquement des trucs un peu violents ou coquins ou marrants, ça peut être aussi très sérieux. C'est vraiment un classique. Avant de se quitter, je voulais vous parler d'une petite nouveauté qui m'a beaucoup touché. Underwater aux éditions Kiyun. Donc cela suit l'histoire d'une jeune fille qui, par une belle journée d'été, a un petit coup de chaud, tombe dans les pommes et se réveille dans un village plongé sous la pluie et peuplé uniquement de 2 personnes, un vieux monsieur et son fils. Petit à petit, notre héroïne va découvrir qui sont ces 2 étranges personnages et va voir le lien extrêmement profond entre l'histoire personnelle de sa famille et ce village émergé qu'elle fréquente pendant ses rêves. C'est vraiment très reposant, très agréable à lire et voilà, pour ceux qui aiment les mangas adultes, intéressants, bien dessinés, c'est un petit conseil. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Trendy Manga. Bonjour, aujourd'hui dans Trendy Manga, nous allons parler de Bright Stories de Kaoru Mori. Dans la majeure partie des histoires, tout se termine toujours par un magnifique mariage. Ils se marièrent, eurent beaucoup d'enfants. Et bien dans Bright Stories, c'est exactement l'inverse puisque nous partons du mariage. Bride Stories, ça veut bien dire histoire de mariée. Et donc cette histoire justement suit Amir, donc une jeune femme de 20 ans, donc en Asie mineure à la fin du 19e siècle, qui est mariée par son père au fils d'un clan voisin. Voilà, donc tout à fait normal. J'ai nommé Karluk, 12 ans. Ouais, alors, je vous arrête, c'est tout à fait normal. Dans le cadre historique de ce manga, on est sur quelque chose qui se passait réellement, et il n'y a naturellement rien d'immoral à cette relation, et Karluk est d'ailleurs hyper mignon, et au pire du pire, vous verrez un petit bisou, mais ne vous en faites pas, c'est très soft. Nous suivons donc tous les événements à travers les yeux de Smith, un médecin anglais qui a décidé de venir étudier ces peuplades, et donc il va se balader dans toute l'Asie mineure, il va aller jusqu'à Bagdad, pour étudier simplement les mœurs et les mariages, et c'est génial! Surtout, c'est un manga qui dégomme successivement toutes les critiques qu'on entend d'habitude sur le manga. Le manga c'est moche, non. Bright Stories c'est juste magnifique. Regardez ces dessins, cette finesse, ce trait, les animaux, les tissus, le travail du bois, c'est juste merveilleux. On en prend plein les yeux et à vrai dire le scénario c'est avant tout un prétexte pour l'auteur pour se faire un kiff énorme. Voilà, Kaoru Mori c'est une déesse du dessin. Elle se fait un plaisir à chaque page. Elle y passe des heures et c'est juste merveilleux. Vous le lisez, vous avez les yeux qui pleurent de bonheur. Ouais, le manga c'est violent. Non,
Bright Stories, c'est pas du tout violent. Il y a quelques scènes d'action de temps en temps, mais en soi, c'est un manga tranche de vie qui va vraiment s'attarder à expliquer les choses, à les montrer et à parler d'histoires d'amour. Et c'est pour tout le monde, même les garçons peuvent lire des histoires comme ça, c'est pas neuneux, c'est pas idiot, c'est pas violent, c'est juste une histoire intéressante pour des gens de n'importe quel âge qui peuvent simplement s'intéresser au sujet. Ouais, les mangas, c'est con. Non, justement, Bright Stories, c'est un manga intelligent. Vous apprenez plus de choses en lisant Bright Stories qu'en ouvrant un bouquin d'histoire. Si vous voulez de simples informations sur comment vivaient les gens en Asie mineure à la fin du 19e siècle, si vous vous êtes déjà demandé comment faisaient-ils pour tisser les vêtements, si vous voulez seulement comprendre les mœurs d'une population et comment on se mariait à l'époque, Bright Story est un véritable chef-d'œuvre. Ça va faire tomber tous vos préjugés sur énormément de choses et vous allez apprendre plus que jamais. Bright Stories de Kaori Mori, c'est beau, c'est touchant, c'est intéressant, j'adore, c'est vraiment le manga que je vous conseille, et si jamais, encore une fois, quelqu'un vient critiquer les mangas devant vous, et vous dire que c'est con, moche, etc., prêtez-leur ce machin, et regardez, admirez leur avis changer en quelques instants. Dans les nouveautés, ce que je peux vraiment vous conseiller si vous avez aimé Bright Stories, c'est aussi aux éditions Kiyun, c'est Père et Fils. On suit donc l'histoire d'un japonais marchand de plantes qui traverse son pays, donc dans un Japon un peu fantasmé, avec son tout petit bout de chou de 3 ans. C'est super mignon, c'est bien foutu, c'est très intéressant aussi. Un petit coup de cœur. Bonjour à tous, bienvenue dans Trendy Manga, aujourd'hui Ikigami de Motoro Mase. La première question que je me pose en repensant à ce manga, c'est comment ont-ils fait pour avoir une idée aussi géniale? Vraiment, si on devait faire le top de toutes les lois putassières qui peuvent exister, la loi de sauvegarde de la prospérité nationale qu'on trouve dans Ikigami serait au Panthéon, à côté de l'interdiction d'appeler son cochon Napoléon et de s'embrasser sur des rails. Ne rigolez pas, ces lois ont vraiment existé. Dans une uchronie qui a vu le Japon complètement péter un câble à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, on vaccine tous les enfants, mais comme au Japon ils sont un petit peu joueurs, ils ont décidé de rajouter dans une dose de vaccin sur 1000 un poison qui tuera le vacciné entre ses 18 et 24 ans. Oui, c'est exactement ça. Le pays a décidé de tuer de manière complètement arbitraire un gamin sur 1000. Eh attends, entre 18 et 24 ans, c'est pas notre lectorat à l'étudiant.fr? C'est pourri en fait comme loi. L'histoire suit donc le parcours de Fujimoto qui vient de fêter ses 24 ans. Il est sauvé, il est sauvé, il est sauvé. Et le travail de Fujimoto va constituer à livrer l'ikigami, ou préavis de mort, à tous ceux que le destin a désignés pour claquer. Et comme c'est vraiment marrant, il leur livre exactement 24 heures avant le décès. Et c'est vachement cool 24 heures avant, ça te permet de faire plein de trucs, genre annuler tes vacances. Ikigami est une critique sociale profonde. On est vraiment dans le politique, on est vraiment dans la critique de la société, dans l'analyse, dans vraiment ce que pourrait devenir un pays tombant dans certains travers. Cette loi, naturellement, est complètement injuste. Vous pensez bien que la majorité des gens vont pas se laisser faire comme ça, en disant « Oh, c'est cool, je vais mourir ». Naturellement, elle est complètement absurde. Et en suivant le parcours de Fujimoto, c'est un vrai thriller qui s'installe, puisque au début, convaincu que cette loi est bonne, il va petit à petit dévier et se poser des questions sur son métier et sur le devenir de son pays. La deuxième raison qui fait que ce manga est vraiment intéressant à lire, c'est qu'il s'intéresse vraiment à ses personnages. Dans chaque tome, on a 2 histoires environ, et forcément, chaque individu touché par l'ikigami va réagir de manière différente. Il y a ceux qui vont péter un câble, il y a ceux qui vont vouloir se venger, il y a ceux qui vont vouloir régler leurs affaires, et il y a même rarement quelques personnes qui l'acceptent dans un sens du sacrifice pour la nation assez intéressant. Donc en lisant Ikigami, vous allez vraiment vous poser plein de questions philosophiques sur la vie, la mort, le sacrifice, le courage, la peur, et à mon avis, ce titre fait partie des mangas qu'on aurait tout intérêt à amener dans les salles de classe et à étudier à côté de grands auteurs. Ikigami, c'est chez Kazemanga, on n'en sort pas indemne. C'est vraiment un manga que je vous conseille, je vais pas trop vous le spoiler parce qu'il y a plein de choses dedans. Mais voilà, dans tous les cas, lisez-le, essayez de vous faire votre opinion là-dessus. C'est vraiment devenu un classique avec le temps.
J'adore. Autre conseil, si vraiment vous aimez les uchronies, si vous aimez toutes ces histoires qui tournent autour donc de systèmes qui n'existent pas mais qui pourraient exister à la 1984 de George Orwell, je vous conseille vraiment Psycho-Pass. Psycho-Pass, donc c'est une œuvre plurimédia, il y a 2 animés, il y a un film, et donc chez Kana vient de sortir le préquel, donc qui s'intéresse à un des inspecteurs de Psycho-Pass. Dans l'histoire, en fait, le monde est contrôlé par un système informatique qui s'appelle Sibyl et donc qui va juger votre teinte de criminalité et donc qui va envoyer des gens, et souvent des personnes qui ont un coefficient de criminalité extrêmement élevé, pour vous arrêter avant que vous ne commettiez des meurtres ou d'autres petits délits ou crimes, etc. C'est super bien, je vous en dis pas plus, regardez-le, lisez-le. Aujourd'hui dans Trendy Manga, My Hero Academia. Imaginez un monde peuplé à 80% de personnes qui ont des super pouvoirs. Alors vous avez des super héros dans tous les sens, des super vilains, et au milieu, le jeune Izuku qui n'a strictement aucun pouvoir, sa vie est complètement foirée, tout le monde se moque de lui, et le pire, c'est que son rêve, c'est de devenir super héros. Autant dire qu'il est complètement foutu. Mais un jour, il fait la rencontre de All Might, le plus grand de tous les super-héros du monde, et commence pour lui une aventure qui va le mener à la My Hero Academia, et c'est un truc que j'adore. Pourquoi j'aime My Hero Academia? Il y a 3 raisons vraiment qui me font adorer ce nouveau manga. La première, c'est les super-pouvoirs et les personnages. L'auteur a une imagination de fou. Imaginez juste quelques pouvoirs pour comprendre un peu. La fille crapaud qui a une langue géante qui s'étire. La fille invisible, mais c'est sur ses vêtements, ça marche pas, donc elle les enlève, mais on voit pas puisqu'elle est invisible. Ou même le garçon qui peut créer des boules gluantes qu'il peut envoyer accrocher partout. La deuxième raison qui fait que j'adore My Hero Academia, c'est que ça te prend aux tripes. Il y a du combat, il y a de la baston, c'est vraiment du sang bouillant, mais sauf que là, votre sang il va bouillir au 500e degré. Les combats sont magnifiques, c'est une tuerie visuelle, et les personnages ont une classe incroyable. J'en prends juste un pour exemple, All Might, le plus grand de tous les super-héros. Quand il commence à se battre, on en prend plein les yeux et on a vraiment envie de crier avec lui toutes ces catchphrases du genre « la cavalerie est là » ou « plus ultra ». La troisième raison qui fait que My Hero Academia est vraiment un hit, c'est qu'il est novateur. Il est publié au Japon dans le magazine qui publie le plus de grands titres shonen, le Shonen Jump. Donc vous avez One Piece, vous avez Naruto, vous avez Dragon Ball. My Hero Academia, c'est vraiment le successeur, mais avec ce petit quelque chose de différent, à savoir les super-héros. Voilà, un thème qu'on n'a pas vu souvent dans les mangas, et donc c'est très frais, très agréable, et ça peut plaire à tout le monde, même aux gens qui d'habitude ne sont pas fans de shonen et de manga pour adolescents. My Hero Academia de Kohei Horikoshi, c'est chez Kiyun pour l'instant, 5 tomes sont sortis en France, c'est de la balle, c'est de la tuerie, je vous le conseille vraiment. N'hésitez pas aussi à regarder l'animé sur ADN, c'est juste magnifique, on est en plein dedans. Aussi, si vraiment vous aimez les shonen, je peux vous parler de Black Cover très rapidement. C'est le nouveau titre du Shonen Jump, donc le même magazine que My Hero. Ça déboîte aussi, peut-être qu'on en parlera un peu plus à une autre occasion, mais si vous aimez le style, le genre et que vous avez 8 € à claquer, ça peut faire l'affaire. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour un autre Trendy Manga. Ciao! Bonjour et bienvenue dans Trendy Manga. Aujourd'hui, Silent Voice de Yoshitoki Oima. L'histoire de Silent Voice commence à l'école primaire. La jeune Shoko, malheureusement pour elle, est sourde depuis la naissance, donc sa vie a toujours été très difficile. Son père s'est cassé dès qu'il a compris que cet handicap ne pouvait pas se soigner. Sa mère est obligée de s'occuper seule d'elle, et malheureusement, même avec des appareils auditifs, Shoko a énormément de mal à comprendre, à se faire comprendre, et donc à s'intégrer dans sa classe, dans laquelle elle devient très rapidement le bouc émissaire. Alors un garçon, surtout dans la classe, Shoya, s'en prend énormément à elle, n'arrête pas de l'embêter et entraîne les autres pour la harceler. Et tout cela dure et dure et dure jusqu'à la blague de trop, où la classe, devant cette blague qui tourne mal, se désolidarise complètement de Shoya et décide de lui faire assumer seule la bêtise et se retourne contre lui et le harcèle à son tour. On quitte ensuite le primaire pour retrouver Shoya au lycée. Il a passé un très mauvais collège, il a été emmerdé par tout le monde. Et en rentrant donc en terminale, dans sa classe, il découvre une fille, il ne s'y attendait pas,
Shoko. Et c'est là que ça devient compliqué. Il va en tomber amoureux. Le problème, vous imaginez Shoya amoureux de la fille qu'il n'a pas arrêté d'embêter quand il était au primaire, ça fait vraiment amour impossible. Et malheureusement, cette histoire n'est pas joyeuse, mais il y a 3 bonnes raisons qui font que vous devez lire A Silent Voice. La première bonne raison de lire A Silent Voice, enfin un manga qui parle de handicap. Alors c'est comme La Famille Bélier, mais en mieux. On n'a pas les chansons, on n'a pas tout le lol rigolo un petit peu autour, on a vraiment les sentiments, la description du handicap, et la personnalité de Shoko est vraiment très attachante. On souffre avec elle, on découvre son quotidien et donc ce que veut dire être sourd, et rien que ça, c'est vraiment hyper intéressant. La deuxième raison qui fait que A Silent Voice est un monument qui doit être mis dans toutes les mains, notamment au collège et au lycée, enfin un manga qui parle de harcèlement avec intelligence. Car que ça soit au primaire ou au lycée, les gens ont du mal avec le handicap de Shoko, ont du mal avec Shoya qui s'est mal comporté, et donc le harcèlement est central dans l'histoire. On voit comment les personnages réagissent, on voit comment, avec un tout petit peu de méchanceté, c'est pas ma faute, c'est lui qui a commencé, je n'ai fait que suivre, on rentre dans un système de harcèlement massif qui peut détruire et briser des vies. La troisième bonne raison qui fait que j'ai envie de lire et de conseiller A Silent Voice, c'est que ça me fait chialer, putain. C'est touchant, c'est sensible, c'est une vraie belle histoire, il y a des sentiments, il y a tout ce qu'on veut, il y a certaines pages qui sont tellement dures qu'on est là avec son manga dans les mains, on n'en peut plus, c'est beau, c'est tout simplement beau, c'est quelque chose, vous n'en ressortirez pas intact. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. A Silent Voice, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, voilà, on n'est pas obligé d'aimer, mais au moins ça mérite d'être lu pour voir ce qu'est un manga touchant. A Silent Voice, c'est fini en 7 tomes chez Kiyun. Voilà quoi, je pense que tout est dit. Je vais juste retourner le lire et chialer un bon coup. Je vous dis à bientôt pour un prochain Trendy Manga. Bonjour à tous, bienvenue dans Trendy Manga. Cette fois-ci, on va parler d'un manga génial, 20th Century Boys de Naoki Urasawa. Prenez une bande de gamins, vers la fin des années 60, début des années 70 au Japon. Alors ils font comme tous les gamins, ils s'amusent, ils se font une base secrète, ils se dessinent un symbole, ils s'imaginent des aventures merveilleuses où ils sont des héros qui se battent contre des robots géants. Eh bien, reprenez ces mêmes gamins, quelques dizaines d'années plus tard, vers la fin des années 90, et découvrez-les obligés de lutter contre tout ce qu'ils ont imaginé quand ils étaient gosses. La première raison qui fait que 20th Century Boys est une petite merveille du manga, c'est l'auteur. Alors, dans les auteurs de manga, vous avez plusieurs niveaux. Vous avez l'assistant, le débutant, le maître confirmé, le dieu du manga, et ensuite vous avez Naoki Urasawa. C'est ni plus ni moins des meilleurs auteurs de sa génération, et imaginez simplement quand un des meilleurs auteurs de sa génération réalise un de ses meilleurs mangas, ça donne 20th Century Boys. Le graphisme est merveilleux, la narration est aux petits oignons, c'est une bombe, c'est Naoki Urasawa. La deuxième raison qui fait que 20th Century Boys est une petite merveille, c'est l'histoire et les personnages. L'auteur Naoki Urasawa nous transporte dans plein de périodes différentes. Donc on commence dans les années 60, on termine dans le futur, dans les années 2010, et on voit tous nos héros passer de l'enfance à l'âge adulte, à vieillard, et tout est ficelé au millimètre. On découvre vraiment on voit les personnages progresser, changer, s'améliorer, devenir gentils, devenir méchants. C'est un petit plaisir du début à la fin, c'est de l'or. La troisième raison qui fait que j'adore 20th Century Boys, c'est en fait l'antagoniste principal qui s'appelle Ami. Ami, en fait, donc fait-il partie de la bande de gamins? On ne le sait pas, mais en tout cas, c'est lui qui reprend toutes les idées de la bande de gamins et qui les transpose dans la réalité, et donc il va monter sa secte, et comme antagoniste, il est particulier parce que, à la différence d'autres mangas, il ne possède aucun pouvoir, aucun super pouvoir. C'est pas un grand méchant très fort ou quoi que ce soit. Il a juste une capacité de persuasion et de manipulation qui est énorme et qui nous amène en fait à rentrer dans le domaine des sectes, de la manipulation, de tout ce qu'on peut faire en essayant de pénétrer l'esprit des gens et de leur faire croire des choses et d'autres.
20th Century Boys, c'est un manga qui vous fera réfléchir à propos des sectes, de la manipulation, qui parle aussi des désillusions de la génération rock, puisque l'auteur est fan de rock, et donc le titre, c'est pas pour rien, hein, c'est un hommage à une chanson très connue. C'est en 22 tomes chez Panini Comics. Il existe une conclusion en 2 tomes nommée 21st Century Boys, un spin-off et 3 films. C'était 20th Century Boys, un de mes petits chouchous dans Trendy Manga. Nous on se retrouve très bientôt, à la prochaine, salut! L'histoire du Japon remonte à 100 000 ans avant Jésus-Christ avec les premiers peuplements. Mais ça, on va pas trop en parler parce qu'à l'époque, c'était pas très intéressant. Ensuite, il y a eu les premiers empereurs japonais, descendants de la déesse Amaterasu, l'époque des samouraïs, mais nous, on va directement se diriger vers la fin des samouraïs avec l'époque Meiji, avec notre premier titre, Kenshin le Vagabond, ou Chronique d'un expert de sabre à l'ère Meiji, de Nobuhiro Watsuki aux éditions Glénat. Ce titre est un des grands classiques du shonen, et surtout un shonen mature, qui raconte l'histoire de Kenshin, un vagabond, héros de la guerre d'indépendance, donc qui est de la guerre contre l'époque Edo, qui a mené à la restauration Meiji. Et donc la restauration Meiji au 19e siècle, c'est simplement l'entrée du Japon dans l'ère moderne, et donc la fin de l'ère des samouraïs. Sauf que Kenshin, lui, c'est un samouraï qui a participé en héros à cette restauration Meiji, et donc qui, 10 ans après, vagabonde dans le Japon, vagabonde bien sûr, et va devoir lutter contre ses anciens ennemis qui reviennent pour se venger, et c'est très bien foutu. Et donc au fil des pages, sans que ça ne soit embêtant, on découvre énormément de choses sur cette fin de l'ère des samouraïs et donc cette entrée du Japon dans l'ère moderne. On continue avec Golden Kamuy de Satoru Noda aux éditions Kiyun. Petit saut dans le temps, nous sommes maintenant au début du XXe siècle, toujours dans cette ère Meiji, et nous suivons les aventures de Tsukimoto l'Immortel, qui est un militaire japonais qui a participé en fait à la guerre russo-japonaise et donc qui revient dans Hokkaido, l'île au nord du Japon, la plus au nord du Japon. Et pour nous, ça sera surtout l'occasion de découvrir la culture des Ainu, c'est-à-dire les peuplades japonaises qui habitent à Hokkaido. Il a remporté le prix Taisho, qui est vraiment le prix de référence pour les nouveaux titres au Japon. Et c'est en effet un manga très bien documenté qui nous apprend énormément de choses sur cette histoire du Japon qui est méconnue par le grand public. On continue notre petit voyage au Japon avec un titre qui se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Une femme de Showa, de Kazuo Kamimura et Ikki Kajiwara aux éditions Kana. Une femme de Showa, c'est un titre qui a été écrit dans les années 70. Showa, c'est l'ère, hein, donc les ères, c'est selon les empereurs, et donc l'empereur de l'époque, on appelle ça l'ère Showa. Donc nous sommes directement au sortir de la guerre, et donc c'est une jeune fille qui va devoir s'en sortir dans un Japon en pleine reconstruction, et c'est ça qui est intéressant, puisque le Japon détruit par la guerre était vraiment un Japon qui avait tout à reconstruire. C'est vraiment une chronique sociale qui est assez sévère. On aborde le thème du viol, on aborde le thème de la prostitution, des gangs, de la rééducation des jeunes filles orphelines. Ça vient de sortir aux éditions Kana, j'ai été submergé par l'émotion, c'est vraiment un titre que je vous recommande. On termine donc ce petit tour de l'histoire du Japon avec Unlucky Young Men de Kamui Fujiwara et Eiki Otsuka. Et nous sommes maintenant en 1968. Donc 1968 au Japon, c'était comme en France, c'était vraiment l'essor des mouvements étudiants avec cette jeunesse qui n'a pas connu la guerre et donc qui veut construire son propre monde. Alors ce qui est intéressant avec Unlucky Young Men, c'est que c'est tiré d'une histoire vraie, donc on est vraiment dans la chronique sociale, on est vraiment plongé dans les événements de l'époque et la mise en page du manga est très cinématographique. Ce qui fait que ce titre plaira autant aux amateurs de bande dessinée japonaise, mais aussi aux amateurs de romans graphiques. Donc voilà, c'est vraiment un bel ouvrage, 2 tomes, très bien pour comprendre vraiment le mouvement social au Japon à cette époque. Voilà, c'était un Trendy Manga spécial histoire japonaise. Oh. Sans aller à l'école, je suis devenu mangaka de Shinichi Tanazono
aux éditions Akata. Ce manga est très intéressant puisqu'il traite d'un sujet assez rare, à savoir la phobie scolaire. On suit l'auteur dans un roman semi-autobiographique, donc ça lui est vraiment arrivé même s'il a changé des éléments, et donc on découvre toute sa phobie scolaire. Donc notre héros ne veut plus aller à l'école, il est pris de crises de panique, il tremble, il pleure, c'est vraiment horrible. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il reste toute la journée chez lui à lire des mangas et à les dessiner parce qu'il adore ça. Et son manga préféré, c'est Dragon Ball d'Akira Toriyama. Et donc il va copier Akira Toriyama, il va vouloir devenir auteur de manga comme lui. La belle histoire, c'est qu'un jour, il finira par rencontrer son idole, et ainsi, notre ami va nous expliquer comment, sans aller à l'école, il est devenu mangaka. On continue avec Dodoma de Jun Shirashi aux éditions Komiku. En 3 petits tomes, Dodoma, c'est de la fantaisie, c'est de la bonne fantaisie. On suit un jeune garçon, Mana, qui, avec son frère, vit dans une sorte d'énorme caverne où il y a énormément de tremblements de terre, etc. Et un beau jour, il décide de monter tout en haut de la caverne et tue le dieu de l'endroit. Et c'est le début d'une aventure assez incroyable où on découvre que la caverne est en fait un énorme golem qui bouge selon la volonté de son dieu et que c'est une arme de destruction massive utilisée par des habitants d'une autre planète qui viennent chez nous pour se foutre sur la gueule. Voilà, c'est très intéressant. C'est post-apocalyptique, c'est de la fantaisie, c'est japonais, ça se lit vite. Moi, j'ai vraiment apprécié, il y a des très beaux dessins, je vous le conseille. Vous connaissiez sans doute Jack l'Éventreur. Mais est-ce que vous connaissiez Jack Talon à ressort? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir avec Springald de Kazuhiro Fujita aux éditions Kiyun. Cette histoire revient sur l'Angleterre victorienne, l'Angleterre du 19e siècle, avec toutes les histoires qui a pu se passer à l'époque, et surtout la fameuse Scotland Yard. Donc Jack Talon à ressort, c'est simplement une sorte de fantôme, on ne sait pas trop qui c'est, qui s'amuse à sautiller dans la ville, la nuit venue, pour embêter les belles jeunes filles. Le manga n'est pas très beau, hein. Graphiquement j'ai déjà vu mieux, mais il est quand même assez intéressant et surtout il nous permet de découvrir une figure du folklore anglais que nous ne connaissions pas trop. Donc voilà, bonne surprise. Et donc pour finir ce petit tour d'horizon des séries 2016 dont on n'avait pas encore parlé, Real Account d'Okusho et de Shizumu Watanabe. Alors, Real Account, c'est le petit manga qui est arrivé comme ça à la fin de l'année, avec un pitch assez habituel, c'est-à-dire on prend un héros, on le met dans un monde virtuel, ici un monde de réseaux sociaux, et on lui dit débrouille-toi pour survivre, parce qu'on va tuer tout le monde. Voilà, donc c'est un très classique survival game. Hein. Il y a énormément de mangas qui traitent de cette thématique. Il y en a peut-être même un peu trop. Et pourtant, j'ai adoré Real Account, parce que quand c'est bien, c'est bien. Ah. Et qu'est-ce qui est bien donc dans Real Account? C'est la critique qui est acide de notre utilisation au quotidien des réseaux sociaux. C'est d'une cruauté sans nom, c'est les Twitter, les Facebook, les messages qu'on veut effacer, qu'on aimerait tant oublier. Les gens meurent, c'est méchant, c'est gratuit, c'est génial. On commence avec Quartier Lointain. Alors, Quartier Lointain, c'est vraiment un manga symbole de Jiro Taniguchi. C'est le manga qui lui a permis en fait d'être connu en France, puisqu'il a reçu le prix du scénario à Angoulême. Et donc, à l'époque, pour un manga, c'était rare, hein, ça courait pas les rues. Et vraiment, c'est une œuvre majeure en fait du genre manga. On retrouve tout ce qui fait le style Taniguchi, à savoir un dessin millimétré, précis, extrêmement fidèle, mais vraiment très agréable et aussi épuré. C'est vraiment une petite merveille. Et aussi la force de la narration. Quartier Lointain, c'est l'histoire d'un adulte japonais qui, par hasard, par accident, retourne dans le village de son enfance et, après un malaise, se retrouve replongé dans l'été de ses 14 ans. Et là, pendant cet été, en fait, il va se souvenir de ses regrets, notamment le départ de son père, et donc va tout faire pour essayer de changer le cours de l'histoire. C'est voilà, le manga qu'il faut avoir lu, et donc le premier qu'on voulait vous présenter. Les années douces.
Jiro Taniguchi est connu pour être un excellent dessinateur et un scénariste hors pair, mais c'est aussi un adaptateur. Et donc il fait des adaptations de scénarios de romans, et donc c'est le cas de Ces années 12 qui reprend une histoire populaire au Japon, et c'est complètement déstabilisant, puisque nous allons nous attarder sur la relation entre une jeune femme japonaise qui approche de la quarantaine, qui va par hasard dans un café où elle a ses habitudes retrouver son vieux professeur d'école, et va se nouer entre eux une relation vraiment très proche, très fusionnelle, un petit peu père-fille, mais aussi un petit peu différente, plus affective. Et donc les deux vont beaucoup discuter, se retrouver, vivre des aventures. C'est très doux, très tranche de vie. Et voilà, c'est pas le manga le plus connu de Jiro Taniguchi, mais il est vraiment très intéressant. Elle s'appelait Tomoji, c'est un one-shot qui se passe dans l'ère Taisho, c'est-à-dire dans les années 1910-1920, dans un Japon très rural. Et vous allez me dire, mais pourquoi Jiro Taniguchi a raconté l'histoire d'une jeune paysanne à cette époque? Eh bien, en fait, Jiro Taniguchi est bouddhiste, sa femme est très pratiquante, et le temple dans lequel ils se rendent a été fondé par cette Tomoji, et donc c'est vraiment une personnalité locale, et c'est la raison pour laquelle Jiro Taniguchi a voulu lui rendre hommage, mais toujours à sa manière. Donc toujours avec sa finesse dans les détails, avec son regard, ses dessins vraiment très légers, et surtout il s'attardait à une période méconnue aussi par les habitués du temple et donc par les gens qui fréquentaient, donc une période méconnue de la vie de Tomoji, c'est-à-dire toute son enfance, et donc c'est cette femme merveilleuse qui va créer, fonder le temple dans lequel Jiro Taniguchi des années plus tard se rendra. On termine cette rétro sur Jiro Taniguchi par vraiment un titre qui m'a enchanté, qui a un véritable coup de cœur, Les Gardiens du Louvre. Comme son titre l'indique, c'est un hommage à la culture française, hein, et qui raconte en fait l'histoire d'un japonais homme d'affaires qui débarque comme ça à Paris pour visiter quelques musées, qui tombe complètement malade, et comme vous le savez, quand les gens sont malades, ils se mettent à délirer, à avoir des fantômes et des esprits partout. Enfin, normalement non, mais lui, c'est un peu ce qui lui arrive. Et notre héros va pouvoir rencontrer et discuter avec les œuvres majeures du musée, et même aussi certains de leurs auteurs. C'est vraiment sublime. Graphiquement, on est vraiment sur du Jiro Taniguchi au top, hein. C'est un des derniers titres qu'il a dessiné. C'est vraiment une lettre d'amour incroyable à la France, à la culture, à l'art. C'est merveilleux, c'est assez méconnu, lisez-le. Vous avez l'âme d'un enquêteur, mais vous n'avez pas envie de sortir chez vous à cause du vent et de la pluie? C'est pas grave, cette semaine, Trendy Manga a sélectionné pour vous 4 mangas qui vont vous permettre de devenir un véritable détective. Détective Conan de Gosho Aoyama. L'histoire de Détective Conan, c'est celle de Shinichi Kudo, un détective lycéen qui aide la police sur de nombreux crimes et de nombreux meurtres. Sauf qu'un jour, il tombe sur une organisation un petit peu étrange qu'on appelle les Hommes en Noir et qui le font régresser à l'état d'un enfant de primaire. Et c'est ainsi que nous faisons la connaissance de Conan Edogawa, le meilleur détective en culotte courte qui enquête sur de véritables meurtres. Pourquoi Détective Conan c'est bien? Déjà j'ai 88 tomes sortis, je les ai tous chez moi, donc c'est un signe, hein. Et surtout c'est le manga d'enquête numéro 1 au Japon. C'est celui qui a vraiment réécrit le genre, et donc toutes les semaines les petits japonais, et les grands aussi, s'amusent à essayer de résoudre les affaires encore plus vite que Conan. Ça vous fait réfléchir, c'est sympa, les personnages sont attachants, j'adore. School Judgment de Nobuaki Enoki et Takeshi Obata. Dans un Japon un petit peu transformé, afin de lutter contre le harcèlement scolaire, l'État a décidé de créer des cours scolaires dans lesquels les écoliers et collégiens font des procès. Donc il y a les détectives, il y a les avocats, il y a le procureur, et donc c'est exactement dans cet univers que prend place School Judgment. C'est un court manga en 3 tomes. Alors, est-ce que c'est le meilleur manga d'enquête du monde? Non, mais la raison pour laquelle j'ai voulu vous le présenter, c'est parce qu'il est dessiné par un des auteurs de Death Note. Et donc, pour les fans de ce style vraiment très dynamique, School Judgment, c'est un petit manga qui peut faire l'affaire. Sherlock, et c'est dessiné par Jay. Alors, vous connaissez sans doute la série Sherlock de la BBC, cette série
est une adaptation de l'œuvre de Sir Arthur Conan Doyle qui a la particularité de mettre Sherlock Holmes dans notre monde à nous contemporain, c'est-à-dire le Londres du XXIe siècle. Alors qu'est-ce que Sherlock en manga? C'est tout simplement l'adaptation d'une adaptation. Alors le point positif, c'est que c'est très fidèle. Vraiment, les dessins rendent hommage aux auteurs, on est vraiment sur les mêmes plans, les mêmes cadres, les mêmes histoires que dans la série télé, c'est exactement la même chose, c'est vraiment quelque chose de très très fidèle. Quel est l'inconvénient? C'est une adaptation fidèle, ce qui veut dire que si vous avez déjà vu la série, ce manga ne vous apportera strictement rien, à moins d'en être vraiment un fan absolu. Moi, en tout cas, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Si ça vous plaît, peut-être que ça vous donnera bien envie de regarder la télé. C'est disponible sur Netflix. Inspecteur Kurokoshi, de Koji Kono et Takeshi Nagasaki. On finit cette petite sélection par un titre qui nous met du côté d'un flic pourri. Voilà, c'est Kurokishi, donc c'est un inspecteur qui travaille dans la division censée enquêter sur les hommes politiques. Et donc, naturellement, comme lui, son rêve, c'est d'avoir une belle voiture, un bel appart, du pognon, etc. Il fait chanter tout le monde, il a des informations sur tout le monde, et c'est le plus gros ripou du monde. Et naturellement, ses collaborateurs, ses collègues, ses supérieurs, tout le monde veut le voir tomber. Ce qui est vraiment intéressant dans Inspecteur Kurokoshi, c'est que l'histoire est vraiment prenante, et notre pourri préféré n'est peut-être pas aussi pourri que ça. C'est-à-dire que peut-être qu'il joue de ce côté pourri, mais qu'il a des objectifs un petit peu plus nobles derrière. Je vous laisserai découvrir. Le gros point fort du titre, c'est le scénariste, Takashi Nagasaki, qui est connu pour être le co-scénariste de Naoki Urasawa. Et donc c'est à lui qu'on doit les scénarios de Monster, 20th Century Boys, plutôt Billy Bat. Il a travaillé dessus, et donc on ressent vraiment sa maîtrise. C'est un très bon manga, Inspecteur Kurokoshi. Voilà, c'était ma sélection de petits mangas pour mener l'enquête. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se dit à très bientôt pour un prochain Trendy Manga. Oui, on peut réviser son bac philo en lisant des mangas et je vais vous le prouver tout de suite avec 4 titres que j'ai sélectionnés pour vous. On commence avec Le discours de la méthode de Descartes. Alors, Descartes, vous le connaissez sans aucun doute pour sa célèbre phrase « Je pense donc je suis ». Mais est-ce que vous savez vraiment ce qu'il y a derrière ce « Je pense donc je suis » ? Eh bien, ce manga va essayer de nous l'expliquer. En fait, Descartes, c'est un des précurseurs en philosophie moderne, c'est un des plus grands philosophes de l'histoire, et c'est un homme qui était obsédé par une seule chose, c'était répondre à la question « Comment être sûr que ce que je sais est vrai ?» C'était la pierre angulaire de toute sa philosophie, et donc il a essayé de mettre au point une méthode, ça s'appelle le discours de la méthode, pour décrire vraiment comment être sûr qu'on sait ce qu'on sait. Voilà. Et donc ça s'appelle le discours de la méthode. Le manga revient sur le début de sa réflexion qui va mener au « je pense donc je suis ». C'est une introduction, donc il n'y a pas l'ensemble de l'œuvre de Descartes, mais ça permet de bien comprendre la philosophie du monsieur. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Vous oubliez tout de suite ce que vous venez de voir. Rousseau est aussi un des pères de la philosophie moderne, c'est un des plus grands philosophes des Lumières, et donc avec le contrat social, il essaye de nous expliquer en fait ce qu'est un véritable État démocratique, quel est le sens de la justice pour lui. Alors Rousseau, c'est vraiment fondamental. Si aujourd'hui on vit dans des démocraties libres, vous avez le droit de vous exprimer, où il n'y a pas d'esclavage, où il n'y a pas de privilèges, c'est en grande partie grâce à la philosophie de Rousseau qui a inspiré la Révolution. Donc même si vous trouvez ça normal, à l'origine, il y a des années, des dizaines, des siècles, ce n'était pas normal. Et donc c'est vraiment une philosophie qui est très intéressante pour ça. Ce petit manga assez court prend un exemple fictif d'un pays à la veille d'une révolution et donc va nous expliquer comment, à partir des préceptes de Rousseau, on arrive à remettre en cause l'ordre ancien. À lire, c'est Rousseau, quoi. Dieu est mort. Voilà, c'est tout pour moi. Plus sérieusement, Ainsi parlait Zarathustra
de Nietzsche, c'est une œuvre majeure d'un philosophe majeur une fois de plus, qui vise simplement à nous libérer des dogmes, notamment du dogme judéo-chrétien. Donc la grande phrase très célèbre de Nietzsche, c'est « Dieu est mort », mais encore une fois, pourquoi Dieu est-il mort ? Il faut soit lire Nietzsche pour le savoir, soit lire la version manga qui est quand même vachement plus simple à aborder. Juste pour recontextualiser l'œuvre, ainsi par les Zarathustra, nous conte l'histoire de Zarathustra, qui est un des premiers prophètes, et donc Nietzsche l'a écrit en pensant à faire un 5e évangile. Rien que ça, le mec, il y allait très fort. Mais c'est pas tout, parce qu'il remettait en cause toute la pensée judéo-chrétienne, affirmait que Dieu était mort, et voulait complètement changer le monde. On va dire que les philosophes, c'était un peu les rockstars de l'époque, quoi. Les trop rebelles, ils sont là. Le manga en lui-même se veut une introduction, et donc reprend un exemple fictif. C'est l'histoire d'un jeune homme et de son frère, fils de pasteur, donc à qui va arriver plusieurs aventures, et donc le héros ici va venir se poser des questions sur la religion, sur le bien, sur le mal, rien que ça, et donc arriver à la conclusion, peut-être que Dieu est mort. Plus révolutionnaire que Rousseau, plus transgressif que Nietzsche, plus novateur que Descartes, faites place à la théorie de l'évolution de Darwin. Alors, je sais, il y en a certains qui vont me dire « Oui, mais c'est pas de la philo, c'est de la science, tu vois. » Non, c'est la théorie de l'évolution, c'est au moment de sa publication au XIXe siècle, une véritable révolution, puisque cela a complètement changé notre mode de pensée. En effet, jusqu'alors, le créationnisme était la version officielle, un dieu, Adam, Ève, fruits défendus, etc. Vous connaissez l'histoire. Darwin a complètement repensé le monde en essayant de se demander si l'origine des espèces n'avait pas une autre explication que la création divine. Et donc, il a fait énormément de voyages, et c'est au bout d'une vie de travail qu'il est arrivé à sa théorie de l'évolution, qui aujourd'hui redéfinit complètement ce en quoi on croit. Donc moi je le conseille en philo, puisque cela va complètement contrebalancer toutes les croyances, tous les dogmes, en remettant l'humain à sa véritable place, qui est celle d'un animal comme un autre, d'une espèce qui a évolué comme les autres. Et le manga en lui-même, vraiment, je vous le conseille, il est vraiment très agréable à lire et permet vraiment de rentrer très rapidement, de comprendre en fait la théorie de l'évolution, qui aujourd'hui encore est très mal comprise. Le Comte de Monte Cristo, d'après l'œuvre d'Alexandre Dumas, d'Ena Moriyama. Vous connaissez sans doute Alexandre Dumas, c'est vraiment un des auteurs les plus prolifiques et exceptionnels de son temps. Le Comte de Monte Cristo est naturellement une de ses œuvres majeures. L'histoire, c'est simple, c'est celle d'Edmond Dantès, un jeune marin commerçant qui va se faire dénoncer pour une broutille, va se faire enfermé dans un cachot, dans une belle prison, et va penser pendant des années à se venger, va s'évader, découvrir un trésor et revenir en tant que comte de Monte Cristo, et va faire le tour de tous ses anciens amis, dont surtout ceux qui l'ont trahi, pour appliquer sa terrible vengeance. Adapté du chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas, ce manga retrace toute l'aventure d'Edmond Dantès, mais en allant assez vite, puisque voilà, l'œuvre d'Alexandre Dumas est assez dense. Le manga, en une petite heure, vous avez le temps de lire toute l'histoire, mais du coup, ça donne envie de voir le reste de l'aventure, c'est-à-dire de voir tous les petits détails sur lesquels on saute un petit peu rapidement. Vraiment, c'est prenant, l'histoire est prenante, c'est du Alexandre Dumas. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment Alexandre Dumas, je conseille aussi Les Trois Mousquetaires chez Nomi. Vraiment, ça donne envie de se plonger dans l'œuvre de l'auteur. Jane Eyre, d'après Charlotte Brontë, de Sun Necoli. Jane Eyre nous narre l'histoire de la jeune Jane, orpheline, qui vit chez sa tante, que sa tante déteste, et donc Jane est placée dans un orphelinat où elle se fait énormément d'amis, dont la majorité mourront de maladie. Mais heureusement, à force de travail acharné, elle arrive à devenir gouvernante dans une famille noble, et elle s'occupera d'une petite fille, et tombera amoureuse du papa, et vous le voyez arriver gros comme une maison, amour interdit, et voilà un peu l'histoire de Jane Eyre. Alors, c'est un roman majeur de l'ère victorienne. Chez nous, Jane Eyre est connue, mais en Angleterre, c'est un énorme classique qui décrit avec énormément de réalisme et de dureté l'ère victorienne. C'est aussi un des premiers romans féministes. On suit vraiment l'histoire d'une femme forte et courageuse, qui nous raconte son histoire. Le manga en lui-même est vraiment
top, je le conseille, moi ça a été une véritable découverte et ça m'a vraiment donné envie de me plonger dans l'œuvre de l'auteur. Une vie d'après le roman de Maupassant par le collectif Variety Artwork. J'ai une affection toute particulière pour Une vie de Maupassant. Déjà, ce roman est de loin mon préféré de l'auteur. Ensuite, il est passionnant. C'est-à-dire, on suit l'histoire d'une jeune fille, de la sortie du couvent jusqu'à la mort, son mariage, son enfant, tous ses malheurs, mais ça va vite, c'est rythmé, on est accroché par son histoire. Et enfin, la troisième raison pour laquelle j'adore ce roman, c'est que je l'ai lu après Madame Bovary, et sorti complètement déprimé de Madame Bovary, ça m'a fait énormément de bien de lire ce roman-là, et donc j'en suis resté à l'époque où je l'avais lu, vraiment touché. Et en le redécouvrant en manga, étonnamment, ça marchait toujours aussi bien. Vraiment, l'histoire de Guy de Maupassant est prenante, c'est un modèle de roman, et en manga, c'est un modèle de narration. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Une vie de Maupassant, lisez le manga, lisez le bouquin, mais vraiment, c'est une excellente surprise de mon côté. Les fleurs du mal, de Shuzo Oshimi. Jusqu'à présent, je vous ai surtout parlé d'adaptations de romans en manga qui va vous donner envie de découvrir les auteurs originaux, mais au-delà des adaptations, il y a aussi les influences. Et Les Fleurs du Mal, c'est exactement ça. C'est un manga qui a été fortement influencé par l'œuvre de Charles Baudelaire, son célèbre recueil de poèmes, Les Fleurs du Mal. Alors, vraiment, on est dans un manga qui est tordu au possible, qui s'inspire vraiment de la dureté, de la folie de Charles Baudelaire pour essayer de nous décrire l'adolescence et ses tourments. L'histoire, c'est celle du jeune Takao, qui est complètement refermé sur lui-même, qui passe son temps à lire et qui est un peu bizarre par rapport aux autres personnes dans sa classe. Et un beau jour, il va rencontrer une jeune fille complètement tordue. Mais si vous connaissez des gens tordus en manga, là, on est vraiment dans le tordu. Et donc, cette jeune fille va lui dire « Tu es un pervers. Oui, tu es un pervers, je vais le prouver. » Et donc, elle va l'entraîner dans énormément de folie. Donc, il va piquer des petites culottes, il va dégrader ses salles de classe, il va porter la tenue de sport de la fille dont il est amoureuse. Plein de choses complètement extravagantes, mais vraiment qui font hommage, qui rendent hommage à l'œuvre de Charles Baudelaire, qui est tout le temps citée, qui est omniprésente, mais pourtant, ce n'est pas une adaptation de Charles Baudelaire. Donc voilà, Les Fleurs du Mal, c'est un manga qui est très surprenant et que je vous conseille aussi de lire. En tout cas, il donne envie de lire Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire pour savoir pourquoi le personnage principal qui est fan de cet ouvrage réagit comme il réagit. Voilà, c'était Trendy Manga. Je pense qu'on l'a prouvé, lire c'est bien. Que vous lisiez des mangas, que vous lisiez des romans, des BD, ce que vous voulez, lisez, vous kifferez.